Bonjour et bienvenue sur le podcast Venu d'ailleurs, le podcast où nous parlons de la recherche en astronomie et en astrophysique avec une première saison dédiée à la recherche de vie ailleurs. Nous sommes Lucie Lebouleux et Franck Celsis et nous sommes ravis d'être avec vous pour cet épisode qui est notre premier contact. Aujourd'hui, nous vous proposons au menu une définition du vivant, de la chimie organique, des explications sur les expériences du docteur Frankenstein, le tout arrosé d'un bon verre d'H2O. Et pour cela, nous avons deux invités, Vassilissa Vinogradov, qui est chargée de recherche au CNRS, au laboratoire PIM, Physique des interactions ioniques et moléculaires à Marseille. Elle est vice-présidente de la Société française d'exobiologie. Elle est chimiste, astrochimiste. Elle étudie l'origine et l'évolution de la matière organique dans le système solaire, en particulier dans les météorites. Et elle s'intéresse à leur rôle sur la Terre primitive dans l'émergence de processus chimiques prébiotiques, c'est-à-dire les prémices peut-être de la vie. Et nous avons aussi Hervé Cotin, qui est professeur des universités au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques et à l'université Paris-Est-Créteil. Il est aussi président de la Société française d'exobiologie et est spécialisé en chimie et astrochimie. Il étudie l'origine et l'évolution de la matière organique cométaire. Merci à tous les deux d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors, en fin d'émission, vous aurez l'occasion d'écouter nos invités parler de leur recherche en cours. Et nous allons commencer avec une question très générale. Vous dirigez tous les deux la Société française d'exobiologie. Vous organisez les rencontres d'exobiologie pour les doctorants, dont vous pourrez nous parler. Et qu'est-ce donc que cette exobiologie qui sera au cœur de cet épisode, mais aussi qui va nous suivre au long de cette première saison du podcast Venu d'ailleurs? Alors, qu'est-ce que c'est que l'exobiologie ? C'est effectivement la bonne question pour commencer cette discussion. Alors, quand on s'intéresse à l'étymologie, on entend exo, en dehors, biologie, la science de la vie. Et donc, c'est vrai que dans la tête de la plupart des gens, l'exobiologie, c'est l'étude de la vie extraterrestre. Alors, souvent, on a des collègues, des personnes qui disent un peu pour plaisanter, pour nous provoquer, en fait, vous étudiez quelque chose qu'on ne connaît pas et tant qu'on n'aura pas découvert d'extraterrestres, il n'y a pas de raison de faire de l'exobiologie. Alors, c'est mal connaître l'exobiologie de penser ça, parce que l'exobiologie, c'est essayer d'orienter effectivement notre recherche de la vie extraterrestre, la vie ailleurs dans l'univers, mais pour appréhender ça de manière rationnelle, scientifique, l'une des premières questions qu'il faut se poser, c'est d'essayer de comprendre l'origine de la vie sur la Terre. Et ça, effectivement, c'est un peu masqué quand on entend le mot exobiologie. On n'entend pas la vie sur la Terre, son origine, alors que c'est vraiment au cœur de l'exobiologie. Donc, l'exobiologie, ça a cette ambivalence de s'interroger sur la vie terrestre, son origine, quelles sont les conditions qui lui ont permis d'émerger. Et ça, on est dans des questions très concrètes, hein. C'est le seul exemple qu'on ait à notre disposition. Et donc, il y a énormément de chercheurs et de chercheuses qui s'intéressent à la Terre primitive, à la chimie qui a pu avoir lieu sur cette Terre primitive, aux transitions entre la chimie et la biologie. Donc, on a besoin de géologues, on a besoin de biologistes, on a besoin de chimistes. Et puis, une fois qu'on a un scénario, et on pourra en discuter, des réflexions sur l'apparition de la vie sur la Terre, et alors à ce moment-là, on va se dire, bon, si ça s'est vraiment passé comme ça sur la Terre, où est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ailleurs ? Et donc, on va essayer de regarder, on reparlera de Mars, des satellites des planètes géantes, quel type d'exoplanète il va falloir cribler, scruter pour essayer de trouver des traces peut-être un jour de vie. Donc c'est ça, c'est ce mélange que j'aime beaucoup moi dans l'exobiologie, de s'interroger sur nos origines sur Terre, de manière à éclairer notre recherche de la vie ailleurs. Et Vassilissa Vinogradov, ça vous convient, cette vision de l'exobiologie? Et peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur ces rencontres exobiologiques des doctorants. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces rencontres? Alors oui, je pense qu'Hervé a tout à fait bien défini le terme exobiologie. Juste pour reprendre un peu historiquement, c'est un terme qui date des années 1960 en fait, qui avait été proposé par Joshua Leidenberg en fait lors des premières missions vers la Lune, où ils avaient peur qu'on rapporte des microbes extraterrestres. Et donc c'est à partir de cette période-là qu'on a commencé à se poser la question que peut-être il y a de la vie ailleurs et que peut-être il faudrait faire attention à nos missions spatiales.
Pour ce qui est des rencontres exobiologiques pour doctorants, donc en fait, c'est une formation qui est organisée depuis 17 ans maintenant, initialement par Hervé Cotin et Muriel Gargaud. Et c'est une formation qui est proposée aux doctorants et aux postdoctorants qui font des recherches en exobiologie. Alors, c'est des doctorants qui vont avoir des spécialités, comme a dit Hervé, en chimie ou en physique ou en géologie ou même en biologie, et qui s'intéressent à des sujets qui touchent à l'exobiologie, donc à l'origine et l'évolution de la vie. Et donc, sur une semaine, on leur propose des cours donnés donc par des collègues du monde entier sur les différents thèmes de l'exobiologie. Donc, on va parler de formation planétaire, on va parler d'exoplanètes, on va parler de chimie prébiotique, on va parler de biologie extrême, on va parler de philosophie aussi des sciences. On va leur proposer une formation donc assez complète sur tous les domaines de l'exobiologie, de manière à ce qu'ils puissent appréhender la diversité et la complexité en fait de l'exobiologie. Alors, on a parlé exobiologie, il y a déjà eu les termes vie extraterrestre, la vie sur Terre, mais la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait la vie? Qu'est-ce qui définit la vie? Comment est-ce qu'on la définit? Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un chat, c'est vivant ou que nous quatre, nous sommes vivants, alors que la table devant nous, elle ne l'est pas, par exemple? C'est une grande question qui anime beaucoup de chercheurs qui font de l'exobiologie, parce que en fait, il y a presque autant de définitions qu'il y a de chercheurs qui font de l'exobiologie. Et on dit bien qu'ils font de l'exobiologie, hein. On peut pas vraiment être exobiologiste, sinon il faudrait être spécialiste de toutes les disciplines dont on a parlé avant. Définir la vie, donc, c'est ça pourrait être une définition assez simple qui est juste l'opposition à le fait d'être vivant par rapport à mort. Il y a la définition de Xavier Bichat, qui était médecin, qui proposait que la vie, c'était ce qui est opposé à la mort et qu'il fallait donc se nourrir, croître et dépérir pour définir un être vivant. Mais la définition qui revient régulièrement et qu'on entend souvent parler, c'est une définition qui a été étudiée par un groupe d'exobiologistes à la NASA et qui a été attribuée à Gerald Joyce. Oui, effectivement, alors on dit souvent que c'est la définition de la NASA, mais bon, c'est une définition qui, je trouve, quand même rencontre un certain consensus et qui est très simple, qui consiste à dire que la vie, c'est un système chimique qui est auto-entretenu et qui est capable d'évoluer de manière darwinienne. Alors là-dedans, déjà, il y a plein de choses qui sont assez subtiles et sous-entendues. Alors un système chimique, on ne va pas dire que forcément c'est du carbone, on en reparlera du carbone, on ne va pas dire que c'est forcément de l'eau. Ce qui va vraiment caractériser quelque chose de vivant, c'est cette capacité à se maintenir. Et donc c'est pour ça que j'aime bien la définition de Xavier Bichat, les fonctions qui s'opposent à la mort. Alors au début, je la trouvais un petit peu paradoxale parce que si on définit la vie par rapport à la mort, il faut définir la mort et ça peut se mordre un petit peu la queue. Mais effectivement, quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui peut subsister dans le temps. Et alors, pas forcément en termes d'individu. La vie, c'est quelque chose qui va aussi se définir sur des générations d'individus, donc des bactéries qui se divisent. Alors, une fois qu'une bactérie s'est divisée, quelle est la bactérie mère qui sont les enfants? Donc, ça pose plein de questions qui sont intéressantes. Et puis, bien sûr, pour nous, les mammifères, la reproduction avec la reproduction sexuée. Donc, en fait, le système vivant, c'est cette capacité de se maintenir au fil du temps en utilisant son environnement. Et un paramètre clé, c'est l'évolution. C'est-à-dire que quelque chose qui se réplique et qui copie des copies, qui va créer des copies vraiment identiques, c'est probablement quelque chose qui ne va pas pouvoir se maintenir au fil du temps parce que l'environnement évolue. Et donc, la capacité de créer des copies qui sont légèrement différentes fait qu'au fil du temps, ce système, s'il y a un changement d'environnement, il va y avoir un espèce de tri sélectif qui fait qu'un peu par hasard, même s'il y a un bouleversement environnemental, on aura une descendance des premiers êtres vivants qui vont être plus ou moins adaptés à ces changements. Donc c'est ça, c'est se répliquer et dans cette réplication commettre des erreurs, mais pas dans le sens oh là là, je me suis trompé, c'est pas bien, mais se répliquer de manière non absolument conforme
Et là-dedans, ça permet justement d'expliquer, de comprendre que la vie a sans doute émergé sur la Terre sous une forme très, très simple. Alors, la simplicité, ça peut être discuté, mais en tout cas, une forme de vie qui est apparue, et puis par évolution, on explique toute la diversité du vivant à l'heure actuelle. Une plante, c'est vivant, une bactérie, c'est vivant, les humains sont vivants, les chats, les crevettes, et on est tout autant évolué les uns et les autres. Il ne faut pas se dire que l'humain et son cerveau est l'accomplissement de la vie et un sommet. Alors oui, j'ai quand même l'impression qu'on a du mal à trouver une définition qui satisfasse à tous les critères, qui englobe la vie dans sa totalité et les individus. Par exemple, vous soulignez l'importance de l'évolution et donc de la reproduction, de la réplication. Si je reprends l'exemple du chat de Lucie, s'il est stérilisé, il ne peut pas se reproduire, mais on est d'accord, toujours vivant. Et je pense que ça illustre bien, non, la difficulté de saisir tous les aspects de la vie à travers une définition. Comme si le concept même de vie était vivant et insaisissable. C'est pour ça que ce n'est pas un instantané, en fait. C'est-à-dire que oui, le chat, s'il est stérilisé, il n'aura pas de descendance, mais il provient d'une lignée qui a abouti à ce... et bien sûr, ça serait absurde de dire, comme il ne va pas se reproduire, il est pas vivant. Donc c'est pour ça que je pense que cette définition, il ne faut pas la prendre dans un instantané, mais dans une histoire, et dans cette histoire d'évolution. Et ensuite, tous les deux, vous êtes chimistes, donc j'imagine que la vie, vous n'allez pas étudier la lignée du chat ou la lignée de l'arbre. Par exemple, qu'est-ce que vous regardez au quotidien? Qu'est-ce que vous étudiez? Eh ben, on va plutôt étudier les constituants en fait du vivant, et c'est là où on va commencer à parler vraiment de chimie organique, et donc des constituants du vivant qui sont donc le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le soufre, le phosphore, tous ces éléments-là qu'on retrouve dans les molécules qui constituent le vivant et qui, donc complexifiés, font marcher la machinerie du vivant et font qu'une entité, on va dire, est vivant. Et ça s'oppose vraiment au monde minéral qui, lui, est donc non-vivant, c'est l'inorganique, qui est principalement constitué de silicium, de fer, de magnésium, de calcium et de tous les éléments qu'on trouve en fait dans les roches, dans les cailloux qu'on a partout dans nos jardins. Et c'est vrai qu'on travaille effectivement tous les deux sur des choses assez proches. De certaine manière, on est très en amont de l'origine de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans les météorites, qu'est-ce qu'il y a dans les comètes, quels sont les premiers ingrédients qui ont pu alors j'aime bien, oui, on dit souvent la soupe prébiotique, j'aime bien cette expression, dans la marmite de la Terre primitive, quels sont les ingrédients chimiques qui ont pu être mis à disposition de manière tout à fait naturelle. Alors, l'atmosphère, la chimie au fond des océans, des apports extraterrestres, mais pas de vie, mais de molécules organiques. Donc, une molécule organique, c'est une molécule à base de carbone et d'hydrogène. Ça, c'est la base. Et puis après, on peut rajouter de l'oxygène, de l'azote, d'autres éléments. Et de la matière organique, il y en a partout, en fait. C'est quelque chose d'assez universel, mais vraiment au sens de l'univers. Il y en a partout dans l'univers. Et avec Vassilissa, nous, on va vraiment essayer de faire parler la chimie. C'est-à-dire de se dire, tiens, on voit ça dans les comètes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Comment ça s'est formé? Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'histoire de la comète et de la naissance du système solaire? Et puis, si ça tombe sur la Terre, est-ce que ça peut contribuer à l'apparition de la vie? Mais en fait, on ne fait pas que étudier l'apparition de la vie. On essaye de connaître le contexte général. Et après, il y a d'autres chimistes qui réfléchissent aux ingrédients que nous, on apporte et qui vont se dire, alors comment ça a pu se passer? Qu'est-ce qui est crédible? Quelles réactions peuvent mettre en mouvement justement le mécanisme du vivant? On a pas mal parlé déjà là de chimie organique. Peut-être que ce serait bien de définir précisément ce qu'on entend par ce terme. On parle vraiment donc de chimie organique quand on s'intéresse aux molécules qui contiennent donc justement ce carbone, cet hydrogène, azote ou oxygène. Avec les découvertes scientifiques des dernières décennies et quasiment millénaires maintenant, on s'est aperçu que c'était pas de la chimie du vivant, que de la chimie du vivant.
on s'est aperçu que ce type de molécules-là, on pouvait la former dans l'espace, dans nos comètes, dans les météorites. On a de la chimie organique, on a des molécules qui sont constituées des mêmes éléments que les constituants du vivant. Pourquoi on étudie ces molécules-là dans ces objets? C'est justement pour savoir à quel point on peut former ce type de molécules dans ces environnements-là et qu'est-ce qui les différencie ou pas des molécules qui constituent le vivant actuellement sur Terre. Vous avez utilisé, je crois, le terme ingrédients organiques ou les éléments. Est-ce que c'est comme quand on prépare un gâteau? Est-ce qu'on rassemble tous les ingrédients? Est-ce qu'à la fin, on a quelque chose de vivant? Ou bien quand Frankenstein a créé la créature, il a assemblé tous les organes, des bouts de peau, etc. Qu'est-ce qui manque au gâteau? Et qu'est-ce qui n'a pas manqué pour la créature de Frankenstein pour l'animer et la rendre vivante? Justement, c'est très juste. Si un être vivant meurt, entre le moment où il est vivant et le moment où il est mort, il a exactement la même composition. C'est-à-dire, chimiquement, c'est la même chose. C'est le même tas de matière qui est là, sauf que avant, il est vivant et puis à un moment, il est mort. Donc, la vie, c'est pas seulement les ingrédients, c'est la manière dont, justement, ces ingrédients vont interagir. C'est vraiment un système alors, chimique, biochimique, qui fait que des molécules vont interagir, réagir. Souvent, dans les manuels de biologie, on va avoir des grands cycles qui font apparaître plein de molécules, mais qui sont souvent représentées sous forme de cycles. Et le vivant, c'est un peu cette orchestration de la chimie avec, au final, comme résultat, le fait que cet ensemble de réactions chimiques conduit à se répliquer et à évoluer. Donc, effectivement, c'est bien plus qu'un ensemble d'ingrédients. Et c'est là-dessus que la recherche est encore en train de buter. C'est-à-dire que les ingrédients, on en a plein. On comprend comment on peut les trouver sur Terre, dans l'espace. Mais ce qui reste encore, ce qui nous échappe encore au niveau de la recherche, c'est l'éclair de Frankenstein, quoi. Comment est-ce qu'on met la machine en route? Et ça, il faut que ça se fasse naturellement. Et c'est ça qu'on essaye de retrouver. Oui, et c'est un peu l'idée de la recette aussi. Dans quel ordre, d'une certaine manière, ces constituants doivent être mis, si tant est qu'il y a un ordre, et dans quel environnement. Et c'est là où les recherches en exobiologie tentent à montrer que sur Terre, on a eu un environnement particulièrement bénéfique pour avoir assemblé, on va dire, ces constituants de manière optimisée et de manière fonctionnelle, qui ont mené vers une plus grande complexité, une plus grande diversité, et qui ont mené à faire ces loops dont parlait Hervé, ces systèmes autocatalytiques, en fait, on appelle ça, qui sont très importants dans le vivant. Un des ingrédients de la recette qui revient systématiquement quand on parle de la vie, c'est l'eau. Il semble que pour les chimistes, pour les biochimistes, l'eau a un caractère assez irremplaçable par rapport à la vie, au mécanisme vivant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui fait que l'eau est unique dans la vie et que peut-être rien ne peut la remplacer dans ce rôle? Alors déjà, l'eau, c'est une molécule qu'on trouve partout dans l'univers, parce que c'est une molécule qui est très facile à former chimiquement, même par des processus physico-chimiques dans des environnements où il y a très peu d'atomes et où il fait très froid. Et c'est ce qu'on observe dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire, c'est ce qu'on observe dans ce qu'on appelle les glaces, qui sont donc des environnements glacés, donc très froids, où en fait l'eau, donc qui est constituée d'H2O, se forme très facilement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les atomes d'hydrogène sont les plus abondants dans l'univers. Et après l'hydrogène, l'atome le plus abondant, c'est l'oxygène. Et donc, en fait, tout simplement, ces atomes s'assemblent et forment H2O, qui constitue évidemment le vivant de manière si grande. Quand on fait de la chimie organique, alors ça peut paraître étonnant, on n'utilise jamais l'eau. S'il y en a parmi les personnes qui écoutent, qui ont fait des études de chimie, des synthèses, des TP de chimie organique, ils ont manipulé des bouteilles avec des têtes de mort, des produits super toxiques, très dangereux, d'autres solvants, parce que quand on fait une synthèse organique, en général, on veut avoir un très bon rendement pour faire une réaction particulière. Et donc, on va mettre les réactifs dans le solvant qui va favoriser cette réaction en particulier. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'eau en général? C'est parce que l'eau regroupe
un petit peu, à des degrés moindres, mais les propriétés de réactivité qu'on va trouver de manière séparée dans les autres solvants. Ce qui fait que si on veut faire une synthèse organique très précise pour avoir un produit avec un super bon rendement, si on met ces réactifs dans l'eau, on va avoir un peu tout ce qui est possible d'avoir avec les réactifs. On va avoir un mélange de tout et n'importe quoi. Si on imagine par contre l'apparition de la vie, et qu'on imagine évidemment qu'il n'y a pas eu un chimiste qui était là pour dire je vais prendre mes acides aminés, je vais les faire réagir, ensuite je vais changer de solvant, je vais mettre à chauffer pendant une demi-heure, je vais faire une distillation, etc. Enfin, s'il n'y a pas de chimiste, ça devient assez logique à ce moment-là de se dire que le solvant qui est un solvant qui permet le plus de réactions est le solvant où on a le plus de chances de voir émerger la vie, parce que pour que la vie émerge, il y a très probablement besoin de certaines familles de réactions à un moment, d'autres familles de réactions à un autre. Et j'ai un collègue qui dit souvent que l'eau, c'est une marieuse moléculaire. Je trouve que c'est une très belle image, c'est-à-dire qu'elle a cette capacité à rendre possible des réactions chimiques. Ça ne veut pas dire que c'est impossible que la vie apparaisse ailleurs, mais déjà, Vassilissa l'a très bien dit, il y a de l'eau partout. C'est très simple d'avoir de l'eau. Et en plus, dans ce solvant abondant et simple, on peut faire plein de sortes de chimie. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à miser sur ce solvant, même si effectivement, si un jour on trouve des bactéries dans des lacs de méthane de Titan, je serais bien surpris d'une part et bien curieux de comprendre comment ils auraient pu apparaître dans du méthane liquide. Mais si ça marche, tant mieux. Mais je mettrai quand même mes billes et l'argent de la recherche. Je pense qu'on est nombreux à investir sur l'eau plutôt que d'autres solvants. Et Vassilissa, tu vois d'autres caractéristiques, propriétés de l'eau qui sont assez uniques et irremplaçables? Pas plus qu'avait dit Hervé. Par contre, l'eau à l'état liquide, c'est peut-être le truc qu'on trouve moins facilement, dans le sens où il faut avoir une surface et il faut que la pression soit suffisante pour que l'eau soit présente à l'état liquide. Parce que là, j'ai parlé de l'eau dans l'univers, mais elle est plutôt présente soit sous forme glacée, soit sous forme vapeur, due à la température et à la pression qui règne dans ces environnements. Et donc, c'est vrai qu'il nous faut de l'eau à l'état liquide. Et pour ça, il nous faut une planète, en fait. Enfin, il nous faut pas un sol, mais il nous faut une pression suffisamment élevée pour qu'elle soit à l'état liquide, et c'est pour ça qu'on la trouve pas partout. Effectivement, ça peut paraître restrictif de devoir trouver les niches où l'eau est liquide, mais de l'autre côté, il me semble que l'eau, elle a cette particularité d'être liquide dans des conditions de température qui font que la chimie n'est ni trop efficace pour tout ramener à un équilibre thermodynamique qui est un petit peu l'opposé de la vie, ni trop froid, ou justement, contrairement à d'autres liquides comme l'azote, le méthane, les hydrocarbures, où les températures sont très basses et que la chimie finalement a des temps caractéristiques extrêmement lents. Est-ce que ça, c'est pas aussi une propriété finalement très favorable de l'eau d'être liquide dans la gamme de températures où finalement c'est ni trop chaud pour que tout soit à l'équilibre, ou ni trop froid pour que rien ne se passe? Oui et non. Là, en fait, tu touches à un paramètre qui est la thermodynamique du système et qui est aussi quelque chose qui est particulier au vivant, c'est-à-dire que le vivant et les réactions chimiques qui se passent dans un être vivant sont à un état qu'on appelle hors équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais atteindre un état thermodynamiquement stable. Et donc, en fait, finalement, que ce soit trop chaud ou trop froid, c'est pas grave tant que le système va être entretenu de manière hors équilibre. Alors oui, si c'est trop chaud, on va peut-être plus vite atteindre un système thermodynamiquement stable, mais il n'empêche que pendant le laps de temps où les réactions vont se faire, si le système est perturbé et va rester perturbé, c'est-à-dire hors équilibre, on s'en fout que ce soit à plus haute température. Et c'est là où peut-être on peut prendre l'exemple des micro-organismes qui vivent dans des environnements extrêmes, c'est-à-dire extrêmes en termes donc, de pression ou alors de température. Il y a des micro-organismes qui vivent à des températures de 90-100 degrés. Et leur métabolisme est adapté, et leur réactivité chimique qui se fait à l'intérieur est adaptée aussi à vivre à cette température-là. Et ça pose pas de problème. Et après, c'est le jeu aussi de l'eau et de la chimie du carbone. C'est-à-dire que le carbone fait des liaisons chimiques qui vont être ni trop énergétiques et trop bloquées,
ni trop faibles qui font que tout édifice moléculaire va être hyper instable. Et donc, c'est cette combinaison, effectivement, de plage de température dans laquelle la chimie a lieu et ce qui supporte cette chimie, c'est-à-dire la chimie du carbone. Après, on pourrait imaginer une chimie à base d'autre chose que le carbone. Je me dis, ouais, pourquoi pas, mais alors à ce moment-là, ça serait dans des environnements très chauds, ça serait forcément sur des éléments très différents, mais ça serait un truc super exotique qu'on a énormément que j'arriverais pas à imaginer. Souvent pour les exoplanètes, on parle de la zone boucle d'or, ni trop chaud, ni trop chaud, ni trop froid. Le carbone, dans l'eau liquide, les liaisons, elles sont ni trop fortes, ni trop faibles. Ça permet cette versatilité, cette réactivité dont on a besoin pour faire fonctionner le vivant. On peut faire la comparaison avec le monde minéral en parlant de cette force de la liaison entre le carbone et un autre élément. Dans le monde minéral, c'est le silicium qui domine et on parle des fois d'avoir des idées un peu farfelues d'une vie basée sur le silicium. Mais en fait, le silicium fait des liaisons qui sont beaucoup trop fortes. Et il fait principalement des liaisons avec l'oxygène et elles sont très très difficiles à casser. Et donc, il n'y a plus cette versabilité dont parlait Hervé, cette possibilité qu'on puisse défaire et refaire une liaison de manière assez simple, même si c'est pas aussi simple, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus difficile si on utilisait un autre élément que le carbone. Et c'est peut-être pour ça que, en plus du fait que c'est quand même un atome abondant dans l'univers, bien sûr, mais c'est peut-être aussi pour ça que le carbone a été choisi comme étant un élément de base pour les molécules organiques. Vous avez dit plusieurs fois que les ingrédients du vivant, que ce soit l'eau et les éléments qui composent les éléments de la chimie organique, donc carbone, hydrogène, oxygène, azote, sont très abondants, sont communs dans l'univers. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est commun? Est-ce qu'on peut quantifier ça? Parce que finalement, quand le public voudrait savoir s'il y a des alternatives à ces éléments-là, il ne se rend peut-être pas compte à quel point ces éléments-là sont vraiment partout, en plus d'avoir des propriétés de fabriquer des choses vraiment complexes et intéressantes. En fait, c'est, entre guillemets, ça peut être assez simple. On peut simplement commencer par regarder le tableau de Mendeleïev, qui donc répertorie tous les atomes connus sur Terre aujourd'hui. Et en fait, on suit simplement les lignes du haut vers le bas et ça nous donne l'abondance globalement de ces éléments dans l'univers et de la même manière dans notre système solaire grâce à des mesures sur les météorites et la composition du Soleil. Et donc, en fait, les atomes les plus abondants, donc c'est l'hydrogène et c'est l'hélium. Et après, c'est l'oxygène, le carbone, l'azote, le silicium, je sais plus exactement. Et les valeurs n'auraient pas vraiment de sens. D'ailleurs, je m'en rappelle même plus, en fait. Mais parce qu'elles sont quand même très, très élevées. Mais quoi qu'il en soit, c'est ces atomes-là qui sont les plus abondants et ils sont en décroissance depuis l'hydrogène, l'hélium jusqu'à, je sais plus quel est le dernier élément du tableau périodique. Et alors sans rentrer non plus dans les détails, mais ces éléments, ils sont formés par les étoiles. Et ils sont formés depuis le début de la formation de l'univers, donc il y a plus de 13 milliards d'années. Et ils sont aussi formés de manière, comme présenté, entre guillemets, dans le tableau de Mendeleïev. On va d'abord former de l'hélium, on va former du carbone assez facilement par à peu près toutes les étoiles. Ensuite, il s'agit de différences entre la masse de l'étoile, classe de l'étoile, etc., qui vont pouvoir former des éléments plus lourds comme le fer ou même de l'uranium au-delà, etc. Et alors, donc on comprend bien, oui, que ces éléments ce sont les plus simples d'une certaine façon et les plus communs. Comment ça se manifeste dans l'observation? Cette chimie organique non liée au vivant, qu'on observe dans le cosmos, on la trouve où? Où est-ce qu'on voit cette matière un peu complexe? Dans quels objets astronomiques? Eh bien, en fait, partout. Partout, si on pointe un télescope dans une région où il n'y a même pas d'étoiles, dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire, on va détecter, grâce au télescope, des signatures. Alors, on ne regarde pas avec ses yeux, mais on regarde dans l'infrarouge, on regarde dans le domaine de longueur d'onde, des ondes radio, par exemple. On va voir qu'il y a des molécules, des quantités considérables. Il y a plus d'une centaine, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on doit être pas loin de 200 molécules différentes détectées dans le milieu interstellaire. 80%, peut-être un peu plus, de ces molécules sont des molécules à base de carbone. Donc on constate déjà que dans des environnements qui, peut-être il y a 50 ans ou plus, pouvaient sembler complètement improbables, le carbone interagit avec d'autres atomes et va faire des
une multitude de molécules organiques. Ça marche très bien dans le milieu interstellaire. Ça marche aussi super bien dans certains types d'atmosphères. Par exemple, le Titan, qui est le plus gros satellite de Saturne. Quand on observe ce satellite, on voit que dans son atmosphère, il y a de l'azote. Bon, c'est N2, c'est pas organique, mais il y a du méthane. CH4, c'est une molécule organique. Et puis, il y a plein de molécules organiques. C'est une vraie petite usine à production de matière organique. Et c'est pas la vie qui produit cette matière, c'est la chimie. Et donc, l'une des questions qu'on se pose, c'est, on en reparlera sans doute, c'est sur la Terre primitive. Est-ce que, justement, la Terre primitive était une bonne usine à production de matière organique? Alors, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, on constate que dans d'autres environnements, le milieu interstellaire, par exemple, l'usine à production de matière organique, elle fonctionne à plein régime. Et on essaye de réfléchir à la possibilité qu'il puisse y avoir un lien entre cette matière qui est formée dans des environnements astrophysiques et la chimie qui a eu lieu sur la Terre primitive. C'est des questions qui nous motivent beaucoup, Vassilissa et moi, dans nos recherches. Oui, en fait, cette matière organique et ces molécules, on pourrait dire ils sont universels. C'est pas ces constituants-là qui vont être manquants, on va dire, quand on réfléchit à l'origine de la vie. On s'en aperçoit très bien, comme disait Hervé, en caractérisant les objets qu'on a donc dans le système solaire, en particulier donc les météorites qui nous parviennent sur la Terre et qu'on peut regarder finement dans nos laboratoires. Donc il y a vraiment des milliers de molécules dans ces objets-là, et c'est pas pour autant qu'on a de la vie dans ces objets, pas du tout. Et justement, si on a ces usines absolument partout, si vous dites que c'est abondant, que c'est universel, qu'il y en a dans les étoiles, dans le milieu interstellaire, sur les météorites, on peut se demander, est-ce que la vie, elle est apparue sur Terre? Est-ce qu'elle est un peu en circuit court? Elle est faite maison, quoi? Ou est-ce que la vie, elle a été amenée, notamment peut-être par ces météorites qui sont arrivées sur Terre, ou est-ce qu'elle a été créée, complexifiée ailleurs avant d'arriver sur Terre? C'est là où on propose qu'en fait, on a eu plusieurs sources de cette matière. On a parlé donc de cette matière dans les météorites et dans le milieu interstellaire, et donc on incrimine d'une certaine manière pas mal les météorites et les comètes comme ayant apporté beaucoup de cette matière organique-là sur la Terre primitive. Ça a beaucoup de points positifs parce que quand ce type d'objet-là va avoir impacté la Terre primitive il y a 4,5 ou 4 milliards d'années, il aura apporté tous ces éléments en une zone assez concentrée. Donc il va peut-être pouvoir y avoir des réactions chimiques qui vont pouvoir se mettre en place grâce à ça, puisque cet objet-là, qui n'a jamais vu d'eau liquide, ou très très peu, mais surtout qui n'a jamais vu un environnement terrestre, en fait, va se retrouver là-dedans et va pouvoir avoir des modifications qu'il n'a jamais eues parce qu'il était dans l'espace. Ça, c'est ce qu'on va appeler nos sources exogènes, donc hors de la Terre. Et ensuite, au niveau de la Terre, on va pouvoir penser aussi à d'autres sources, comme a dit déjà un petit peu Hervé. Donc, on a cette source qui peut être l'atmosphère, dans lequel on peut avoir de la formation de molécules grâce au gaz donc, qui sont présents dans l'atmosphère, que ce soit du CO2, de l'azote, du hydrogène, du méthane, etc. En fait, ils peuvent être modifiés par des irradiations, par des processus énergétiques, en fait, et former des petits aérosols qui vont retomber au niveau de la Terre primitive. La troisième source, qui est aussi très importante, pour laquelle il y a beaucoup de recherches qui sont faites en exobiologie, c'est les sources au fond des océans. À l'époque de la Terre primitive, le fond des océans, il n'était peut-être pas aussi profond que maintenant, mais c'est ces endroits où il y a eu des remontées de chaleur dues au manteau. En fait, c'est ce qu'on va appeler les sources hydrothermales, qui en fait sont des environnements où la température va être suffisamment élevée pour faire une certaine réactivité chimique, mais aussi minérale, et en même temps barboter dans un milieu donc de l'eau qui va donc favoriser ou pas ce type de réaction chimique, et ensuite ensemencer les océans de toutes ces molécules nouvellement formées. C'est pas forcément l'une des sources ou une autre. Ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir qui a gagné entre l'atmosphère, les sources hydrothermales ou des apports de matière extraterrestre. C'était déjà de constater cette mise à disposition de matière organique. Et alors, il y a certains chercheurs parfois qui sont à la limite entre la science et la science-fiction, qui vont proposer que la vie serait venue carrément clé en main
apportés par des objets extraterrestres. C'est ce qui s'appelle la panspermie, alors qui est une vraie idée scientifique. On ne sait pas comment la vie est apparue sur la Terre, on ne peut pas prouver pour l'instant comment ça s'est passé. Donc, se poser la question de savoir si elle n'a pas pu apparaître ailleurs et être apportée sur Terre, c'est tout à fait normal dans le cadre d'une réflexion scientifique. Par contre, à ce jour, dans les météorites qui ont pu être analysées, donc on a des objets extraterrestres, on n'a jamais découvert quelque chose qui pourrait être une bactérie, un spore, un truc dormant qui se promènerait dans le cosmos et qui, une fois qu'il tomberait sur une planète avec des océans et de l'eau à l'état liquide, se développerait. On est vite face à un manque de données. C'est une hypothèse. Il reste à la démontrer. Et pour l'instant, on a plein d'éléments qui pourraient la démontrer et on n'a jamais pu le faire. Mais par contre, la matière organique, ça, on sait. Et en plus, on sait expliquer l'origine de la matière organique. Donc, on n'est pas près d'avoir les gagnants des Jeux Olympiques de l'origine de la vie sur Terre. Voilà. Sur la panspermie, effectivement, il y a cette question de la vie aurait-elle pu arriver déjà constituée à travers les météorites? Mais on peut aussi la poser autrement, qui est de se dire qu'une fois que la vie est installée sur une planète, comment finalement empêcher qu'elle n'aille pas contaminer les autres planètes d'un système? Puisqu'on sait qu'on trouve sur Terre des météorites qui sont issus de Mars, qui sont issus de la Lune. On pense théoriquement que des morceaux de la Terre sont tombés ailleurs. Donc il y a quand même aussi une question subsidiaire à la panspermie, qui est la question de la propagation. Est-ce qu'un morceau de roche arraché à une planète ne peut pas garder en son sein, lors d'un voyage interplanétaire et un impact, une source de vie, une vie encore active qui pourrait ne pas dépérir sur la planète d'arrivée et au contraire croître? Ça aussi, je pense que c'est une question qui n'est pas non plus dont on ne peut pas se débarrasser trop simplement. Oui, c'est vrai, on sait qu'il y a eu des échanges entre la Terre et Mars. Il y a déjà eu, alors ça a été un peu battu en brèche, des chercheurs qui ont pensé trouver des traces de vie dans une météorite martienne, mais chacune des preuves qu'ils avaient apportées, enfin des propositions de preuves qu'ils avaient apportées, ont été battues en brèche dans les mois et les années suivantes en expliquant, voilà, telle observation peut l'expliquer en l'absence de vie, telle autre observation aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des échanges de roches. On sait que des bactéries, en tout cas des formes de vie terrestres, peuvent survivre à des séjours dans l'espace. J'ai des collègues biologistes qu'on envoie à l'extérieur de la station spatiale et restent 1 an, 2 ans. Alors, elles ne sont pas en train de proliférer et de se multiplier, mais elles sont en forme de latence, de spores. Et puis, 1 an, 2 ans après, on les redescend sur Terre et il y en a une partie qui peuvent repartir. Donc, on se pose ces questions. Alors, ça peut se faire de manière naturelle, cette contamination. Il y a des gens qui disent « Ah, on serait martien parce que la vie serait apparue sur Mars et puis Mars aurait contaminé la Terre. » Alors, question numéro 1, pourquoi d'abord Mars et pas la Terre? Et ensuite, même si la vie est apparue sur Mars, avant d'apparaître sur Terre, comment est-ce qu'elle est apparue sur Mars? Et parfois, dans la panspermie, il y a ce refus, c'est peut-être mal dit, mais le fait de renvoyer toujours à avant, à ailleurs, la question de l'origine. Et à moins de penser comme Fred Hoyle que il n'y a pas eu d'origine de l'univers, il n'y a pas raison d'avoir d'origine de la vie, à un moment, elle est apparue quelque part. Et si elle est apparue quelque part, pourquoi là plutôt qu'ailleurs? Pourquoi ça ne serait qu'une fois? C'est le genre de questions qu'on aborde. Du coup, il y a peut-être un petit peu une différence qui est d'une part de réfléchir aux origines possibles de la vie et qui peuvent mettre en jeu différentes sources, différentes usines, l'atmosphère, l'apport météoritique cométaire, des sources hydrothermales. Mais il y a aussi un scénario qui a été le scénario de l'origine de la vie, qui a peut-être été une contribution d'équipe, comme vous le disiez, mais qui a peut-être suivi une voie plus particulière. Et il y a probablement une grande frustration, c'est que, je veux votre avis là-dessus, c'est que l'environnement terrestre très primitif où a pu se passer les origines de la vie est très mal connu. Et les diversités de milieux qu'il a pu présenter sont très très mal connues. Et donc l'exobiologiste est un petit peu obligé, je dirais, de considérer toutes ces voies qui sont pertinentes dans une vue générale, mais pour le cas de la Terre, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour rien de méconnaître à ce point comment était la Terre, mettons, il y a 4,3 milliards d'années?
Oui, c'est assez frustrant et c'est du coup assez difficile après à mettre en place ou à mettre en expérimentation. Moi, je fais beaucoup d'expérimentations à labo et c'est vrai que dès qu'on change un paramètre, eh ben, il faut tout recommencer, il faut tout recommencer à la série. Et là, on a beaucoup de paramètres dont on n'est pas sûr. Par exemple, on n'est même pas sûr de la température des océans au moment de la Terre primitive. On ne sait pas exactement la composition de l'atmosphère. Donc, par exemple, quand on essaye de recréer ces sources au niveau de l'atmosphère, on a des doutes sur la présence de certains gaz qui vont totalement changer la réactivité et la chimie organique qui va se former. Et donc, c'est vrai que c'est difficile et ça demande énormément de temps, d'investigation qui va donc se faire principalement en laboratoire, mais aussi de temps d'analyse que font par exemple les géologues pour retracer l'histoire donc de cette Terre primitive il y a 4,3 milliards d'années, savoir si la tectonique avait déjà commencé ou pas, savoir quels étaient justement les rejets volcaniques dans l'atmosphère, etc., qui vont pouvoir nous aider à recréer cette chimie au moment de la Terre primitive. C'est ça, je dirais, l'intérêt de l'exobiologie, c'est pas d'avoir des chercheurs qui cherchent dans leur coin, des chimistes qui imaginent tout et n'importe quoi, c'est de justement d'avoir cette interaction entre des gens, voilà, dont c'est, je dirais, le métier, la spécialité d'interroger la formation de la Terre et ce qu'était la Terre primitive. Et je trouve ça toujours fascinant de voir voilà, les fils de déduction, les analyses qui suivent pour remonter à se dire « Ah bah tiens, il y avait de l'eau liquide à la surface de la Terre il y a 4,2 ou 4,3 milliards d'années. » Alors que moi, quand j'étais encore étudiant, on disait il y a 3,8, 3,9 milliards d'années, il ne faut même pas imaginer que la vie ait pu apparaître. Donc on est vraiment dans un domaine qui est toujours en constante évolution, qui se remet en cause sans cesse. Et le fait d'avoir une communauté scientifique où tout le monde va interagir et apprendre de l'autre, ça va justement donner des idées. On va s'enrichir mutuellement des progrès, des savoirs dans les différents domaines. Donc là aussi, c'est un travail d'équipe, finalement. Oui, et il faut que chacun travaille au top dans son domaine et qu'on soit au courant de ce que chacun fait. Oui. Après, ça amène souvent aussi des problèmes de langage, parce qu'on parle pas toujours le même langage. Donc ça, c'est la petite difficulté, c'est de s'accorder sur les définitions des mots dont chacun est en train de parler et d'être sûr qu'on est raccord. Alors, parmi tous ces chercheurs et toutes ces chercheuses, quels sont les types de recherches qui sont faits pour prouver la façon ou les façons dont on peut passer de l'inerte, donc de la créature de Frankenstein inerte à l'animation, au vivant. L'expérience historique qui a vraiment lancé la recherche dans le domaine de la chimie, des origines de la vie, c'est ce qu'on appelle l'expérience de Miller ou de Miller-Urey. Miller, c'était un tout jeune chercheur, il était en thèse, il avait une vingtaine d'années. Et bon, son directeur de thèse, c'était un boss de l'époque, il était déjà prix Nobel. Bon, mais ils ont essayé de réfléchir à reproduire en laboratoire la chimie de la Terre primitive. Et donc, ils se sont dit, sur la Terre, il devait y avoir un océan, donc on prend un ballon avec de l'eau, alors bien sûr, ultra pure, stérilisée, et on va la chauffer, parce que, d'une part, la chimie va plus vite quand on chauffe, et puis les océans de la Terre primitive étaient probablement plus chauds. Et cet océan était en contact, en interaction avec une atmosphère. Et donc, ils ont eu l'idée d'essayer de reproduire une atmosphère avec alors, du méthane, CH4, de l'ammoniac NH3, la vapeur d'eau, parce que de toute façon, il y avait de l'eau chaude dans l'océan, et puis du dihydrogène, H2. Et alors, si on mélange ça, il ne se passe rien. Vous allez regarder votre expérience et puis vous allez voir rien, parce que c'est des gaz, c'est complètement transparent. Mais ils se sont dit, on va apporter de l'énergie. Alors, l'énergie, ça pouvait être la lumière du soleil, le rayonnement UV. Dans les années 50, c'était assez difficile d'avoir des bonnes lampes UV pour faire des expériences comme ils voulaient faire. Donc, ils se sont dit, il devait y avoir des éclairs, des orages. Il y a des orages sans qu'il y ait de la vie. Et donc, ils ont fait une décharge électrique. Il faut imaginer 2 tiges de fer. Et entre ces 2 tiges de fer, vous avez un petit arc électrique qui a été allumé pendant une petite semaine pour l'expérience d'origine. Et là, leur stupéfaction, ça a été de vous constater qu'en quelques heures et puis quelques jours, leur paroi était recouverte d'une espèce de mélasse brunâtre qui se mettait à dégouliner et à barboter dans les océans. Après une analyse, ils ont constaté qu'il y avait des acides aminés qui sont un peu des molécules iconiques dans la chimie des origines de la vie, puisque le vivant fonctionne en partie de protéines,
Et les protéines qui rendent possible la plupart des réactions du fonctionnement de la vie sont constituées un peu comme des colliers de perles. Et les perles, ce sont des acides aminés. Et là, de se dire, c'est incroyable, il suffit juste de faire une décharge électrique dans une atmosphère qui est un analogue de l'atmosphère de la Terre primitive, et on a déjà les acides aminés. Dans les années 50, ça a été quelque chose de fulgurant. Cette expérience a été incroyablement célèbre. Il y a des titres de journaux qui disaient qu'on était presque à avoir compris les origines de la vie. Et ça a vraiment lancé l'approche scientifique des origines de la vie. Et patatras, alors 2 patatras. La première, c'est que dans les années qu'on suivit, on s'est dit peut-être que l'atmosphère qu'ils avaient choisie pour des bonnes raisons à l'époque n'était probablement pas celle qui était la plus judicieuse. Et la plus judicieuse, c'est juste CO2, N2. Et quand on fait le même type de décharge, il se passe très peu de choses, quasiment rien. Et puis le deuxième patatras, c'est que une fois qu'on a des acides aminés, qu'est-ce qu'on en fait? Faire des protéines à partir d'acides aminés, c'est un truc qui est monstrueusement compliqué. Et la chimie des origines de la vie actuelle, presque 70 ans maintenant après l'expérience de Miller, est maintenant en train d'essayer de résoudre cette énigme de comment est-ce qu'on fait les macromolécules du vivant à partir de ce qu'on appelle les briques élémentaires, parfois briques prébiotiques. Donc l'étape suivante de la recette, quoi. Hervé a commencé à nous donner des gros mots, parler de protéines, de macromolécules. Jusque-là, on en avait pas parlé. Et en fait, là, vous allez peut-être vous poser la question, mais ils nous ont dit il y a quelques minutes qu'il y avait des molécules partout dans l'univers. Mais là, ils nous disent que des assemblages en fait de molécules, donc des protéines ou des macromolécules, on sait pas les faire. Donc en fait, c'est là où il faut faire attention entre le fait qu'on dit qu'il y a beaucoup de molécules organiques dans l'univers. Il y en a beaucoup, c'est vrai, il y a une très très grande diversité, mais c'est ce qu'on va considérer, nous, chimistes, comme des petites molécules. Et donc, Hervé a parlé d'acides aminés, on en avait parlé avant également. Ces acides aminés, c'est pour nous des petites molécules, et c'est des molécules qui sont très simples à synthétiser. Elles se synthétisent de manière naturelle dans les environnements de l'univers, et on peut les synthétiser très facilement dans le laboratoire. Mais par contre, une molécule plus complexe comme une protéine, ou même l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, dont on n'a pas encore parlé, mais tout le monde, je pense, connaît l'ADN, ça fait partie de notre code génétique. L'ADN, c'est un assemblage aussi de petites molécules. Alors, c'est pas des acides aminés, c'est des sucres, c'est du phosphore, c'est des bases nucléiques, c'est d'autres petites molécules qui sont aussi très simples à former dans l'univers, qu'on retrouve dans les météorites, mais on ne trouve pas l'assemblage de ces petites molécules dans ces objets-là. Et donc, c'est là où, quand on parle de complexification de cette matière organique sur la Terre primitive, c'est là ce qu'on recherche et ce qu'on essaye de faire en laboratoire. Et c'est ce qu'on essaye de faire soit dans ces expériences de type Miller-Urey, soit dans ce qu'on va appeler nos soupes primitives, où tout simplement, on considère déjà donc qu'on va avoir ces briques, donc ces petites molécules simples, ces acides aminés, ces sucres qui sont formés, parce qu'on peut les former partout, parce que c'est très simple de les former, ou alors elles nous sont venues d'une source extraterrestre. Et comment ces molécules-là, se sont complexifiées et ont formé ces grosses entités qui sont les protéines ou l'ADN et qui a ensuite enclenché, ou alors ça s'est fait en même temps, enclenché la machinerie, la machinerie du vivant autour de ces structures-là. Alors c'est vrai, on pourrait se dire, l'expérience de Miller, c'était, oui, à 70 ans, depuis on patine. En fait, c'est pas vrai, il y a eu énormément de progrès depuis cette période. Moi, j'ai l'impression que depuis une quinzaine d'années, il y a un vrai renouveau dans la manière qu'ont les chimistes qui travaillent sur les origines de la vie de concevoir l'émergence du vivant. C'est-à-dire que on est moins dans un jeu de Lego. C'est-à-dire, faut faire des acides aminés d'abord, et une fois qu'on a des acides aminés, on va les associer pour faire les protéines. Pour faire l'ADN, on va chercher à faire le sucre, on va chercher à faire le phosphate, et puis les bases nucléiques, et on va faire un Lego. Maintenant, l'approche, c'est vraiment d'essayer de faire un système chimique qui va fonctionner de manière concertée pour aller vers les protéines, sans forcément passer par les acides aminés même, ou vers des petits brins d'ADN ou d'ARN, sans forcément synthétiser les briques élémentaires. Et en plus, on a des capacités
analytiques qui sont en train d'arriver, notamment avec ce qu'on appelle la microfluidique, qui vont nous permettre, alors ça arrive, de faire des centaines, voire des milliers de tests de conditions différentes en parallèle. C'est-à-dire que Miller, il a fait son expérience. Alors, on dit qu'elle a duré 1 semaine, mais avant qu'elle fonctionne, avant que tout fonctionne, il a sans doute mis des mois, voire une bonne année ou plus. Et puis après, il a fallu presque plusieurs décennies pour se dire, bon, si Miller s'est trompé dans sa composition initiale, alors on va changer la composition, on va faire tel autre mélange. Et à chaque fois, ça prend des mois et des années. Avec la microfluidique, on va pouvoir tester une très grande quantité de conditions initiales en parallèle. Et puis, alors là, la difficulté, ça va être justement d'analyser ces centaines, voire ces milliers de résultats pour voir ceux qui sont prometteurs ou ceux qui sont moins intéressants. Donc, je pense alors je vous dis absolument pas qu'on va recréer un système qui s'auto-réplique et qui évolue en laboratoire rapidement. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans une phase où on sent un souffle et une créativité qui est très, qui est très intéressante. Il se trouve que j'ai participé cette année à votre école que vous organisez des rencontres exobiologiques. Et un des cours que j'ai suivi était donné par un biochimiste qui s'intéressait ou un chimiste qui s'intéressait aux origines de la vie. Et dans son cours, il y avait vraiment une recherche dans le vivant de métabolisme, de cycle de la matière qui lui servait d'inspiration pour chercher finalement les mécanismes prébiotiques simples qui auraient pu avoir lieu. Grosso modo, son argument était de dire la vie a dû garder mémoire, ce qu'on trouve universellement dans tous les organismes, et peut-être une mémoire de processus prébiotiques. Et donc ensuite, il se posait la question, ce cycle-là, ce cycle qui permet la formation de tels acides aminés, de telles protéines, quelle peut être une forme, on va dire, prébiotique qu'il y a pu y avoir dans un environnement terrestre primitif. Et la question que je me pose, c'est que ça suppose quand même effectivement qu'il y a toujours cette mémoire, c'est-à-dire qu'on a gardé toutes les étapes et que finalement les choses les plus simples qui ont initié la vie sont toujours quelque part enregistrées dans le vivant. Vous en pensez quoi de cette approche qui est un peu à l'opposé de l'expérience de Miller où on met tous les ingrédients, on regarde ce qui se passe, qui est de dire on regarde dans le vivant des pistes pour aller vers les premières étapes? Alors oui, une approche dont on a très peu parlé parce que nous on aime bien refaire un peu des soupes primitives en laboratoire, c'est aussi de s'inspirer en fait exactement comme tu viens de le dire Franck, de s'inspirer des processus et des cycles autocatalytiques qui se passent actuellement dans le vivant et bien caractériser le vivant aujourd'hui au niveau chimique, au niveau réactivité chimique pour essayer de reproduire ce type de réactivité en laboratoire. Mais après, c'est là aussi où notre équipe en exobiologie est importante, c'est que les études de la biologie et de l'évolution en fait de la vie terrestre montrent aussi que la vie, elle a évolué un nombre de fois incalculable, qu'il y a eu des catastrophes. Et l'une des catastrophes majeures, par exemple, ça a été l'apparition de l'oxygène. L'oxygène n'était pas présent sur la Terre primitive. Quand les premiers systèmes chimiques et quand les premiers micro-organismes se sont développés, il n'y avait pas d'oxygène. Tu veux dire l'oxygène en tant que composant de l'atmosphère, tu veux pas dire l'élément oxygène, on est d'accord? Oui, pardon, l'élément, donc le dioxygène, si on parle de O2. Il n'était pas présent dans les systèmes chimiques, dans les réactions chimiques, qui étaient au début donc dans ces espèces vivantes. Et donc c'est là aussi où c'est pas si évident que ça de faire des parallèles entre la vie actuelle et la vie passée. C'est que oui, on essaye de retrouver des patterns, on essaye de trouver des indices qui peut-être peuvent nous aider sur les mécanismes qui se sont mis en place, mais il faut qu'on fasse attention aussi à prendre en compte comment pouvait être la vie dans le passé. Et alors Franck, si tu te rappelles aussi, cette année, on a eu aussi un super cours sur la relation entre la vie, la biosphère et la géosphère terrestre, où aussi on a appris beaucoup que la vie avait modifié la Terre, et ce, de façon assez drastique. En fait, on a une sorte de symbiose qui s'est créée à cause de la formation de la vie, à cause de l'émergence de vie sur Terre, et qui, au cours des milliards d'années, en fait, a fait évoluer la Terre, a fait modifier la composition de son atmosphère. On parlait de l'oxygène
à l'instant. L'oxygène, en fait, était créé par les premières formes de vie. Ça s'est ensuite accumulé dans l'atmosphère. Ça a permis d'avoir donc une atmosphère riche en oxygène. Ça a permis la couche d'ozone. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est juste un petit exemple. Il y a aussi la formation de nombreuses roches qui sont liées à des activités microbiennes. Et donc, en fait, on a vraiment une relation entre la vie et la Terre qui s'est développée au cours des milliards d'années et qui fait que l'un s'est nourri de l'autre. Et ça va aussi dans le fait que c'est pour ça que c'est difficile de regarder la vie actuelle pour essayer de déterminer qu'est-ce que c'était avant, parce que ça a tellement changé au cours de ces 4 milliards d'années que on peut être un peu perdu. Et d'ailleurs, dans un prochain épisode, on parlera justement de comment la vie peut transformer une planète, comment elle a transformé l'environnement terrestre et comment peut-être elle pourrait transformer d'une façon observable une autre planète. Donc vous avez dit que la matière organique, au moins dans un état assez simple de petites molécules organiques, était très commune dans les milieux astrophysiques et notamment dans les météorites. On cherche des traces de vie dans le système solaire. Comment vous ferez pour différencier si on en trouve de la matière organique, qu'on en trouve sur Mars, sur Titan, sur Encelade, une lune de Saturne? Comment pourrait-on différencier une matière organique issue de processus astrophysiques normaux, entre guillemets, de processus vivants? Alors, c'est vrai qu'on est passé d'une certaine forme de naïveté il y a je dirais, il y a quelques dizaines d'années où c'était vraiment la chasse à la matière organique et puis plus on en trouvait, plus on imaginait qu'il y avait des chances de trouver des signes de vie ou des chances que la vie apparaisse. Maintenant, non, on est plutôt face à justement le constat de la diversification naturelle en l'absence de vie de la chimie du carbone. Et en fait, on dit la vie c'est compliqué, des molécules compliquées. On trouve dans des météorites des structures organiques qui sont horriblement compliquées à caractériser, qui sont qu'on appelle de la matière organique insoluble. Tout le monde s'arrache les cheveux pour comprendre vraiment comment c'est structuré. C'est horriblement compliqué. La vie, en fait, va plutôt trier, sélectionner, organiser. Et en fait, quelque chose qui va être une signature de la vie, ça va plutôt justement voir que dans un environnement naturel, on n'aura que certains types de molécules. Si on veut être très schématique, le vivant fonctionne à partir des protéines et de l'ADN et de l'ARN. Et on l'a vu déjà, les protéines sont des acides aminés, mais on a des dizaines et des dizaines d'acides aminés dans les météorites. Et personne dit il y a de la vie dans les météorites. Par contre, le vivant a sélectionné de manière universelle 20 acides aminés. Et donc, c'est ça qui est une des signatures de la vie, c'est cette sélection parmi une diversité de certaines molécules. Et en plus, si on veut même tirer le fil, les acides aminés, chacun d'entre eux peut exister sous 2 formes géométriques, un peu comme 2 mains, la main gauche, la main droite. Les acides aminés, la plupart d'entre eux existent sous une forme main gauche et sous une forme main droite. Dans les météorites, on va trouver à peu près la moitié de main gauche et la moitié de main droite pour chacun des acides aminés. Et le vivant, si vous analysez, vous n'allez trouver que des acides aminés main gauche. Et c'est ça, le vivant a trié, a sélectionné. Et c'est ça une des caractéristiques du vivant. Et alors, je ne peux pas dire si je trouve telle sorte de tri, j'aurai une vraie signature moléculaire de la vie qui me permettra d'être certain que j'ai trouvé de la vie extraterrestre. Mais ça va, si j'ai quand même un faisceau d'indices que certaines molécules ont sélectionné, j'irai aller chercher d'autres signatures géochimiques ou même regarder si on n'a pas une bactérie, un crocodile ou autre chose sur une autre planète. Mais c'est ça, la vie va créer des anomalies dans la chimie et c'est important d'avoir bien une vraie lecture de chimiste et pas de se dire « Ah là là, j'ai plein de molécules, ça y est, j'ai trouvé la vie ». Non, ce qu'on va chercher, c'est un tri, une sélection, une anomalie. Vassilissa, toi qui es très habitué à la matière organique dans les météorites, si dans une météorite, je te mets de la bouillie de bactéries, tu reconnaîtras tout de suite, j'imagine, par rapport à ce que tu trouves. Ah bah oui, justement, par rapport à ce que vient de dire Hervé, avec le côté de l'homochiralité de la vie, on le verra directement. Parce que c'est typiquement le genre d'analyse qu'on fait pour les météorites. Quand on va analyser ces acides aminés, on cherche évidemment quels sont les acides aminés, mais on cherche aussi sous quelle forme ils sont. Et dans 99% des cas, ils sont sous forme racémique. Donc on a
les deux mains qui sont présentes. Un autre des indices qu'on peut aller regarder et dont peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est l'isotopie. C'est aussi une propriété, pas cette fois-ci d'une molécule, mais de l'atome. C'est que chaque atome existe sous différentes formes stables ou instables, avec des quantités de neutrons différents qui font qu'ils vont avoir plusieurs formes de stabilité et plusieurs isotopes. Et le carbone, en fait, donc sa forme stable et la plus abondante, c'est le carbone 12, mais il existe aussi du carbone 13 qui est formé de manière naturelle et qui est stable, qui est donc un isotope qui existe à hauteur de 1%. Et la vie, elle va principalement utiliser du carbone 12. Et donc, on peut aussi différencier, si on va analyser finement le carbone qu'on va retrouver dans une météorite ou ailleurs dans l'univers, on peut aussi finement caractériser ce carbone et aller regarder ce ratio entre le carbone 12 et le carbone 13, voir s'il est naturel, c'est-à-dire si on va retrouver ce pourcent de différence avec le carbone 13, ou au contraire, si on a beaucoup plus de carbone 13 qui va rester, ou beaucoup moins, parce que la vie aura utilisé le carbone 12. Alors, pour parler un peu d'aliens qui seraient peut-être pas faits de carbone, justement, si on imagine des petits bonhommes verts au niveau chimique, donc pas de carbone, même si vous avez dit plutôt que c'était très très peu probable, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de chercher cette vie qui est différente de celle sur Terre? Et est-ce qu'on est capable de la reconnaître comme étant de la vie? Par exemple, si on fait un gâteau avec des ingrédients qui sont ni farine ni œufs, et qu'on nous donne ce gâteau, est-ce que nous, on est capable de reconnaître qu'il s'agit en effet d'un gâteau? On peut imaginer plein de choses et je pense qu'il ne faut pas s'interdire le droit à rêver, alors, de manière complètement délirante ou tirer tous les fils scientifiques de manière très, très raisonnée. Et je pense que là, pour répondre à ta question, il faut revenir à la définition de qu'est-ce que la vie. C'est pas forcément quelque chose qui nous ressemble, même si dans les films de science-fiction, on voit des extraterrestres qui nous ressemblent, qui ressemblent à des insectes ou à des reptiles. Mais c'est ça, c'est voir une anomalie. Je reviens à ce terme, en fait, voir une anomalie, quelque chose auquel on ne s'attend pas, quelque chose... alors j'allais dire, et en fait, je me rends compte en le disant que c'est complètement idiot, quelque chose qui n'est pas naturel, mais en fait, la vie, c'est naturel comme n'importe quoi d'autre. Donc, je retire... mais bon, c'est marrant d'ailleurs que je veuille employer ce terme-là et de se poser la question de savoir si cette chose étonnante qui nous surprend, qui nous interroge, elle a cette capacité de se répliquer et d'évoluer. Et je suis persuadé qu'à partir du moment où on a lancé la machine à réplication et à évolution, et peu importe que ce soit du carbone, que ce soit de l'eau, et je veux que mes impôts servent à faire plutôt cette recherche-là, parce que je pense qu'elle sera plus fructueuse qu'autre chose. Mais à partir du moment où on a quelque chose, n'importe quoi, n'importe quel atome, n'importe quel solvant, qui se réplique et qui évolue, je pense qu'on est tranquille, on va avoir une diversification, on va avoir l'évolution et on aura des choses qui probablement s'imposeront un peu comme une évidence, comme étant vivant. Mais je pense qu'on ne peut pas définir la vie sur un exemple. Parce qu'en fait, on ne se fait que se définir nous-mêmes. Alors on peut dire oui, la vie c'est nous, enfin nous, le vivant sur Terre. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule forme de vie et puis point, parce qu'on ne trouvera jamais la même chose ailleurs. Si un jour, on observe quelque chose de complètement différent, mais qui fonctionne sur ce principe de réplication et d'évolution, je pense que ça s'imposera à nous sur le fait que c'est vivant, et peut-être qu'on finira par se mettre d'accord sur une définition parce qu'on aura un autre cas de figure. Et c'est ça qui pose problème aussi quand on va essayer de rechercher de la vie ailleurs, que ce soit dans le système solaire ou dans l'univers. C'est que maintenant qu'on sait que des molécules organiques, il y en a partout, que de l'eau, c'est pas un problème, etc. Pouvoir identifier une nouvelle forme de vie, ça va sûrement passer par l'avoir évolué, l'avoir se reproduire, l'avoir bougé, quoi. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas observé. Enfin, ça peut plus être aller juste chercher une molécule par-ci par-là, un acide aminé ou autre chose. Il faut que ce soit quelque chose, comme dit Hervé, avec une certaine partie de la définition du vivant, même si évidemment on est toujours biaisé par notre propre vivant, quoi. On approche de la fin du podcast. Vous m'avez fait aimer la chimie et honnêtement, c'était pas du tout gagné. Merci beaucoup. Ouais. Et au quotidien, parce que moi je ne fais pas du tout ça, au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Sur quoi porte exactement votre recherche? Est-ce que vous êtes en laboratoire? Est-ce que vous faites des simulations? Est-ce que vous regardez des météorites?
Qu'est-ce que vous faites? Donc moi, je suis plutôt en laboratoire. On va dire, j'ai 3 cordes de recherche à mon arc. La première, c'est les comètes. Donc j'ai participé à la mission Rosetta. Donc la mission Rosetta, c'est une mission qui a été explorer une comète entre 2014 et 2016. Et on a des données encore. Moi, j'étais dans l'équipe d'un instrument qui récupérait des petites particules, des petits morceaux de noyaux de comète. Et on les analysait, on analysait leur composition. Et là, on est 10 ans après l'arrivée de la mission, mais on a toujours une quantité de données monstrueuse qu'on n'a toujours pas encore traitées. Alors, je dis je, mais en fait, c'est toujours une équipe. Hein. J'ai des collègues, des étudiants, des étudiantes en thèse, en stage, de master. Donc, voilà. Interpréter des données passées. Je suis responsable d'une expérience qui étudie l'évolution de la matière organique dans des environnements astrophysiques. Et cette expérience, elle va partir pour la station spatiale à l'automne. Donc, on prépare des petits échantillons, des mélanges de molécules en laboratoire et on les met dans un dispositif qui va partir en orbite, qui va rester 1 an et puis après, on va le récupérer, on étudiera ce qui s'est passé. On emmène le laboratoire dans l'espace. Et la troisième chose où je suis un peu moins impliqué pour l'instant, j'appartiens à l'équipe scientifique d'un des instruments du rover Rosalind Franklin qui aurait dû partir sur Mars il y a 2 ans, qui finalement partira en 2028. Et donc là, on a un instrument qu'on a en partie conçu au laboratoire qui va analyser la composition du sol martien. Je ne pense pas qu'on trouvera de la vie dans les échantillons, mais j'espère qu'on trouvera de la matière organique et que cette matière organique nous parlera de l'histoire de Mars et nous parlera de l'histoire de la chimie qui a pu se dérouler sur Mars. Et après, peut-être que cette chimie nous dira, peut-être que ça a pu aller assez loin. Il faut ramener des morceaux de roches martiennes pour en savoir plus en laboratoire. Alors moi, je suis aussi une souris de laboratoire. Je fais beaucoup d'expérimental. Et alors c'est marrant parce que avec Hervé, on est tous les deux astrochimistes, mais moi je m'intéresse pas tant aux comètes. Je zappe un peu l'étape comète parce que je m'intéresse beaucoup à la chimie qui se passe dans le milieu interstellaire. Donc on en a parlé un petit peu. Donc on est plus loin dans l'univers. On n'est pas dans le système solaire. Donc on s'intéresse déjà à la formation des premières molécules, à savoir comment donc vraiment des toutes petites molécules, du méthanol, de l'ammoniac, du formaldéhyde, du glycolaldéhyde, vraiment des toutes petites molécules commencent à se former et commencent à se complexifier pour ensuite être éventuellement retrouvées donc dans les comètes, et c'est souvent le cas. On retrouve des signatures de ces molécules-là dans les comètes, donc on essaye de lier en fait les différentes histoires astrophysiques. Et ensuite, je m'intéresse beaucoup aux météorites. Les météorites, c'est des fragments des astéroïdes qui nous proviennent donc de la ceinture principale et qui ont la bonne idée de tomber sur Terre et de nous permettre de pouvoir les analyser finement avec des instruments qu'on a au laboratoire, ce qui est quand même un atout énorme par rapport aux missions spatiales. Et donc, dans ces météorites, il y a, on en a déjà parlé, il y a beaucoup de matière organique, donc on la caractérise finement. Et moi, je m'intéresse aussi particulièrement à ce lien entre cette matière organique qu'on a dans ces météorites, mais aussi les minéraux. Donc, j'en parlais un peu de cette chimie inorganique, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'interactions qui vont déjà se passer entre ces deux matières-là, et on reproduit aussi en laboratoire, puisqu'on s'amuse à faire plein d'environnements différents, et on s'amuse aussi à faire des soupes primitives. Donc, on s'amuse à partir de ces météorites ou à partir de ces constituants de météorites, à voir comment est-ce qu'ils ont pu évoluer dans un environnement de la Terre primitive. Et donc, dans ces cas-là, je m'intéresse aussi à rajouter des minéraux dans ces soupes primitives pour encore plus complexifier le système et finir avec un boulgui-boulga où à chaque fois, on a 15 analyses différentes parce que de toute façon, on ne comprend pas grand-chose. Voilà, je fais aussi un petit peu d'observation de surface planétaire. J'ai fait partie de la mission DARN qui est allée voir l'astéroïde le plus gros de la ceinture principale qui s'appelle Cérès et sur lequel a été observé énormément de matière organique. Alors pour l'instant, on ne connaît pas encore exactement la nature de cette matière organique-là, mais c'est en tout cas le premier objet sur lequel il y a eu énormément de matière organique observée, un objet qui est dans la ceinture d'astéroïdes. On différencie vraiment par rapport aux comètes. Eh bien, vraiment, merci beaucoup, Vassilissa et Hervé, d'avoir partagé vos connaissances avec nous, tout en supportant m'avoir enroué par un virus venu d'ailleurs ou peut-être plus terrestre, en fait. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été là pour ce premier contact avec le podcast Venu d'ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir invités et de nous avoir donné tout ce temps de parole pour essayer d'expliquer ce qu'on fait. C'est rare et c'est précieux. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Franck.
Ce podcast est aussi soutenu par la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science et par le réseau Origins de l'Université de Bordeaux. Alors après cette mise en bouche à base de carbone et d'eau, nous vous proposons de nous retrouver prochainement pour un nouvel épisode qui sera consacré à la recherche de vie pas si loin de chez nous, dans notre propre jardin, le système solaire. Alors à très bientôt, même univers, même galaxie, même planète, sur le podcast venu d'ailleurs.